Alors, bonjour à tous. Je vais essayer de faire un petit peu vite parce qu'on est un peu pris par le temps. Je vais vous présenter d'abord très rapidement notre association dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et puis, je vais vous dire comment on s'est engagé dans la crise sanitaire Covid-19. Alors, notre association, l'Association protestante d'assistance, c'est une association humanitaire, comme le disait Christian Paul ce matin, qui est reconnue d'utilité publique depuis 1906. Et nous proposons des aides d'urgence, des aides alimentaires, des soins médicaux avec notre partenaire de la Croix-Rouge, des aides vestimentaires, financières, des cours de français, du soutien scolaire, des visites aux personnes âgées isolées, je vais vite, très très vite, et puis plus globalement un accompagnement social inconditionnel et gratuit, et ça c'est l'objet de notre association. On accompagne environ 5000 personnes en grande fragilité sociale qui viennent de tous les quartiers de la ville de Nîmes et en particulier des quartiers prioritaires de la ville. L'accueil de ces personnes est pratiqué par plus de 250 bénévoles en 2020, c'est à souligner, malgré la crise Covid, ainsi que 2 salariés. Je vous dis aussi rapidement qu'un tiers de nos bénévoles, des bénévoles qui travaillent avec nous dans notre structure, sont également des bénéficiaires. Ils ont proposé de rejoindre nos équipes. Et c'est intéressant pour nous de pouvoir vraiment valoriser leur savoir-faire et puis pratiquer avec eux un accompagnement un peu plus serré, un peu plus ce qu'on appelle un tutorat social. D'ailleurs, ils ont été très, très actifs pendant la période Covid. Alors, vous imaginez assez facilement que cette crise sanitaire, elle a complètement modifié nos fonctionnements et les actions humanitaires ordinaires, si on peut accoler ces deux mots. Nous avons donc dû fermer nos locaux, évidemment, et puis surtout prendre dans l'urgence la décision d'organiser l'ensemble de nos actions à distance quand ça pouvait être possible. Et enfin, on a créé de toutes pièces, je dirais, une distribution alimentaire de rue devant nos locaux, aux 2 places de l'Oratoire, locaux dans lesquels on se trouve aujourd'hui avec Georgina Dufoy et Olivier Abel. À ce moment-là, on n'avait que 2 flacons de gel hydroalcoolique, de tout petits flacons. Rappelez-vous, c'était impossible d'en trouver à ce moment-là, mi-mars. On disposait de 10 masques chirurgicaux, très peu de bénévoles, parce que les bénévoles de plus de 60 ans étaient confinés, nous n'avions pas de denrées disponibles et des contraintes sanitaires inédites, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, chacun a pu les vivre personnellement. Je le dis assez souvent, notre association, c'est un tout petit poussé par rapport aux grands opérateurs. Michel Bouquet en parlait tout à l'heure. Les grands opérateurs de l'aide alimentaire que sont la Croix-Rouge française, le Secours catholique, le Secours populaire, les Restos du Cœur, les banques alimentaires, qui d'ailleurs disposent de réseaux nationaux. Nous, on est vraiment une petite association de quartier en plein centre-ville de Nîmes, même si l'APA est une vieille dame qui existe depuis très très longtemps. Pour nous, ça a été vraiment une prise de risque et on s'est posé énormément de questions avec Christian. On a eu très peu de temps, Christian Paul, j'en ai eu très très peu de temps pour réfléchir. Est-ce que tout ça est conciliable avec nos engagements? Oui, évidemment. Notre responsabilité? Oui, évidemment. Comment allons-nous faire? Quelles sont les contraintes? Il a fallu se décider en très très peu de temps, évidemment. Comme vous le savez, parce que je vois que beaucoup de travailleurs sociaux sont inscrits aujourd'hui à ce colloque et participent avec nous, vous savez très bien qu'il a fallu faire tout ça très vite et sur fond de pandémie, dont à l'époque on ignorait à peu près tout. On a simplement répondu présent. Voilà ce qui s'est passé. C'est aussi simple que ça. Et puis, ça a entraîné énormément de personnes avec nous. Et on a été impressionnés par cette mobilisation citoyenne qui était très concrète et qui était immédiate. On a aussi tout de suite constaté que cette crise était un accélérateur de solidarité, c'est certain, mais qu'elle dévoilait aussi des lenteurs et des contraintes, et des carences, pardon, et des contraintes aussi. Dans les tout premiers jours, cette crise, elle a vraiment montré le manque de liens et le manque de connaissances mutuelles entre les pouvoirs publics et la société civile. Je crois que ça a été beaucoup évoqué ce matin, je ne vais pas y revenir plus longuement.
On aurait pu penser d'ailleurs à un moment, dans les tout premiers jours, à tort, on le sait aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était plus difficile à envisager, que les rôles s'étaient quasiment inversés et que nos associations étaient responsables, que c'est sur nos associations que reposait exclusivement cette responsabilité de nourrir autant de personnes. Je vous dirais même plus. Dans ce moment de sidération du confinement, on a même imaginé que cette crise alimentaire, qui était liée à une crise sanitaire très forte, d'une telle ampleur, on a imaginé qu'elle serait pensée et pilotée par les pouvoirs publics. Je veux dire immédiatement, parce que la nourriture, c'est quand même quelque chose d'immédiat. On ne peut pas avoir faim dans un mois. Il faut, quand on a faim, c'est aujourd'hui, demain, etc. Bon, je précise aussi qu'à Nîmes, les choses ont plutôt bien fonctionné, en tout cas entre les acteurs de la veille sociale et les acteurs de l'aide alimentaire, puisqu'on se connaissait bien déjà et qu'on a accepté et qu'on a bien travaillé ensemble, on a accepté de travailler ensemble pour cette occasion. Mais bien entendu, et tout le monde se reconnaîtra dans ce petit portrait, on a vraiment dû dans un premier temps s'adapter très fortement et puis majoritairement vraiment bricoler. Je vais revenir quand même un tout petit peu. Alors, quelle heure il est? Oui, j'ai encore quelques minutes. J'ai encore quelques minutes pour vous dire comment nous nous sommes organisés en quelques jours. Donc, il fallait déjà contacter toutes les personnes que nous recevons habituellement. Ça, c'était un gros défi parce qu'il fallait les appeler un par un. Donc, ma collègue Michel Bouillez a contacté chaque personne et a formé une équipe de bénévoles qui par téléphone, ont systématiquement appelé tout le monde et ont informé, parce qu'à ce moment-là, personne ne savait rien, personne ne savait où trouver de l'alimentation, personne ne savait quel jour les distributions pouvaient avoir lieu. Voilà, il y avait quand même une forme de sidération. Et puis, il fallait aussi des attestations. La plupart des gens que nous accueillons n'ont pas d'ordinateur, ne pouvaient pas avoir des attestations, parfois ne comprenaient pas non plus les attestations, ni les consignes pour les gestes barrières. Donc, on a pu déjà faire ce premier travail. Et puis, on a créé un appel à bénévoles, parce qu'évidemment, ce qui manquait pour nous, manquait aussi pour les autres, donc pour la Croix-Rouge, pour la Banque alimentaire, pour le Secours populaire, c'est-à-dire les bénévoles. Donc, il a fallu trouver des bénévoles et je dois dire qu'en 3 jours, grâce au site de la réserve civique, d'abord sur le site de la réserve civique, 100 personnes ont répondu et ensuite, et après on a arrêté de compter, mais en tout cas au bout de 3 jours, on avait 249 bénévoles disponibles à qui nous pouvions demander de venir nous aider et venir soutenir toutes les distributions sur la ville de Nîmes. On a également fait appel à la réserve départementale des agents volontaires, donc du conseil départemental, et un agent a participé activement donc, aux distributions alimentaires de l'APA. Et puis on s'est dit, ça ne va pas suffire. Il nous manquait des tas d'autres choses. Il faut vraiment qu'on appelle les entreprises. Donc on a mobilisé les entreprises, ce qu'on ne fait jamais. Évidemment. Et dans les premiers jours qui ont suivi, on a posé des questions à plein de personnes. La société Gravier à Luçon, qui nous a fabriqué en urgence des flacons de gel hydroalcoolique qu'on a pu distribuer à nos autres partenaires. La société Éminence, je ne dis pas ça pour les citer, mais quand même c'est important parce que dans ces moments-là, on n'avait aucun soutien. Donc la société Éminence qui nous a donné 100 masques en tissu. Donc, c'était très, très, très important pour protéger à la fois les bénévoles et puis les personnes que nous accueillons. La société BGM qui nous a prêté un véhicule pour des approvisionnements. On a même eu un maraîcher japonais qui fabrique des produits japonais, des légumes japonais, Biogarden, qui est venu nous approvisionner comme ça, de façon tout à fait spontanée en légumes frais. La société Lavazza qui nous a fourni des paquets de café. Je ne vais pas continuer comme ça cet inventaire parce que c'est très long. On a des chefs étoilés qui nous ont proposé des repas. Ça, c'était le premier cap pour être opérationnel rapidement et sans moyens financiers, parce que là, on faisait appel au bon vouloir de cette entreprise. Ensuite, les fondations sont arrivées. Ce qui est un phénomène nouveau dans cette crise, c'est que la Fondation de France s'est approchée de nous, la Fondation du protestantisme, sa présidente vient d'intervenir, la Fondation de Banque Populaire du Sud.
et ils nous ont apporté un soutien rapide et massif pour qu'on puisse acheter deux choses, des denrées et surtout des produits d'hygiène, pour que les personnes que nous accueillons puissent appliquer les gestes barrières. Donc, on a distribué, je ne vais pas faire le détail ici, mais principalement des savons, de la javel, des mouchoirs jetables et tous les produits d'hygiène habituels. Et puis, on a eu des particuliers, évidemment. On a eu énormément de particuliers qui ont mis des masques, qui ont cousu des masques, qui ont bourré notre boîte aux lettres de masques pour qu'on puisse être protégés. On a eu des gens qui sont venus nous déposer des cagettes de fruits, qui ont déposé des couches, toutes sortes de choses devant nos locaux. Et puis, on a bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, renforcé nos partenariats associatifs et aussi nos liens avec les pouvoirs publics dans l'intérêt des publics en grande fragilité. Et tout ça s'est fait pour eux, parce que c'était toute cette effervescence qui a eu lieu au moment de cette crise, c'était vraiment pour les publics que nous accueillons. Les associations sont venues, les autres associations nîmoises, et je voudrais quand même les citer rapidement, sont venues aussi nous aider, et nous les avons aidés. Je ne vous raconterai pas tous les trocs que nous avons faits, y compris parfois sur le trottoir, la plupart du temps, à cause des gestes barrières, mais je peux quand même citer le Secours populaire et les Restos du Cœur qui nous ont donné des denrées, nous leur en avons donné aussi, le Secours catholique qui nous a proposé des bons d'achat pour les familles qui n'avaient aucun revenu, ce qui fait qu'elles ont pu avoir des bons d'achat de 120 € pour aller dans les supermarchés. Les associations comme la Maison des adolescents ou l'association Gide et Albaré qui nous ont proposé de mettre à notre disposition des salariés, c'était extrêmement précieux. Voilà, la liste est tellement longue que je vais m'arrêter là par manque de temps. La semaine dernière, le vaisseau 3008 en plein centre-ville nous a offert des magnifiques paniers de fruits et légumes. Je pourrais vous en parler comme ça pendant des heures parce que nous racontons une histoire, un récit qui ne s'est pas terminé. Nous ne nous sommes pas du tout interrompus depuis le 17 mars. Et puis les pouvoirs publics sont arrivés. De mars à mai, on a participé ensemble avec tous les partenaires de la veille sociale à une réunion hebdomadaire avec la direction départementale de la cohésion sociale, sous la responsabilité de Madame Simonin, je la cite également, pour la coordination des distributions alimentaires, et puis pour un ensemble de sujets comme la sensibilisation aux violences intrafamiliales. Les pouvoirs publics ont travaillé de façon inhabituelle, je dirais, puisque la direction départementale, le conseil départemental par exemple, et la région Occitanie ont acheté des produits alimentaires en circuit court, donc à des agriculteurs qui souffraient énormément de la situation sanitaire. Ils leur ont acheté des produits de grande qualité et nous les ont redistribués. Ça, c'était une invention assez fantastique. La direction départementale de la cohésion sociale nous a donné un petit peu plus tard en septembre des masques jetables, donc 6000 masques jetables que nous avons pu aussi distribuer. Je dois dire aussi qu'elle nous a fortement soutenus financièrement. Et puis, on a eu comme ça beaucoup d'aides. Cette mobilisation de tous, que ce soit association ou pouvoir public, en tout cas pour ce qui concerne notre association, elle a permis une distribution alimentaire pour environ 1800 familles, ce qui est énorme. Hein. Pour nous, c'est une augmentation de 49% par rapport aux familles que nous accueillons habituellement. Et en 2020, on a déjà, l'année n'est pas tout à fait terminée, on a encore des grosses distributions jusqu'à la fin de l'année. On a accueilli à peu près 8000 personnes. Parmi elles, des travailleurs précaires, beaucoup de femmes isolées avec des enfants, des lycéens, c'est nouveau, des étudiants, des personnes âgées, des familles. Voilà, donc des publics vraiment différents de nos accueils habituels. Rapidement, pour vous dire aussi que nous avons eu des files d'attente interminables devant nos locaux pendant ces distributions alimentaires et nous avons créé une animation de rue et ça, je trouve que c'était peut-être la chose la plus intéressante à faire.
parce que nous avons pu à cette occasion vraiment saluer chaque personne, échanger des nouvelles dans un moment où plus personne ne voyait personne et personne ne se parlait. On a pu donner des informations et puis faire énormément de prévention et éventuellement orienter les personnes que nous accueillons vers d'autres associations et d'autres structures. Finalement, on a recréé ce qu'on fait habituellement dans la rue, mais dans ce moment très, très particulier, c'était vraiment très agréable de pouvoir dialoguer, de pouvoir rencontrer et de saluer des personnes qui, semaine après semaine, venaient chercher à manger. Alors, vous le voyez, je suis assez enthousiaste pendant cette année 2020 qui est vraiment singulière. On a pleinement rempli notre objectif de première urgence. On a pleinement atteint la dimension solidaire que nous voulons, qui est notre ADN, l'ADN de notre association. Et on l'a atteint parce qu'on a eu le soutien de beaucoup de personnes. Tout seul, on n'aurait vraiment rien pu faire. On a eu une immense solidarité citoyenne, je vous l'ai dit, le soutien financier, logistique et humain de l'État et des collectivités territoriales. Et ça, je pense que c'est vraiment important. On doit le souligner. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va garder ça. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir continuer. Mais j'espère que ça va continuer. Alors, on l'a dit ce matin, il ne faut pas non plus être trop bisounours. Et on aurait pu quand même aussi se contenter de dire que nous étions dans notre rôle et qu'il y avait eu des failles systémiques, etc. Mais franchement, qui aurait pu imaginer une crise alimentaire et sanitaire d'une telle ampleur et une crise économique et une crise tout court? Alors bien sûr, il y a toujours la nécessité de renouveler les liens avec entre la société civile et les pouvoirs publics. Mais je noterai finalement en conclusion, au-delà des deux dernières questions que je voudrais vous poser et nous poser, je voudrais quand même dire qu'il y a eu des actions communes remarquables et qu'on a été coproducteurs et créateurs de changements, tous ensemble, citoyens, associations, pouvoirs publics. Parce qu'on a été capable de s'associer, on a été capable de dialoguer, on a été capable d'agir. Donc, je dirais aussi qu'en tant que petite association Petit Poucet, c'est aussi cette solidarité multiple qui a été le garant de notre liberté et de notre pouvoir d'agir dans un temps de contraintes très fort. Voilà, je vais terminer mon intervention. En concluant, je vais conclure avec deux questions. Je vous le disais tout à l'heure, première question, je me demande vraiment ce qui va rester de ce qui a été inventé et créé pendant cette crise. Et puis, je me demande aussi ce que sera le fameux monde d'après pour les plus fragiles d'entre nous.